Bonjour à tous, merci de nous regarder en direct sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 22 novembre 2019. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Accès Direct. Au sommaire ce soir, Michel et Catherine Henry seront avec nous pour nous parler de la cellule d'accueil et d'accompagnement du diocèse d'Annecy pour les victimes d'abus sexuels. Laurence Morin et Yves Debacker viendront nous parler de la monnaie locale du bassin annécien, la gentiane. Et Camille Copin sera avec nous pour son traditionnel agenda du vendredi. Mais avant d'accueillir mes deux premiers invités, les titres du JT, on retrouvera Fanette Debuisson au centre-ville d'Annecy pour le lancement des projections de Noël et du marché de Noël à 18h30. Alors dans votre JT ce soir, des obus de la Seconde Guerre mondiale enfouis dans le lac Léman et visite du chantier de l'espace Malraux à Chambéry. C'est à 18h30 sur 8 Mont Blanc, ne loupez pas ça. Place maintenant à mes deux premiers invités, Michel et Catherine Henry. Bonjour, je vous laisse prendre place. Bonjour. Vous êtes tous les deux responsables de la cellule d'accueil et d'accompagnement des victimes d'abus sexuels du diocèse d'Annecy. Depuis 3 ans, la cellule a traité une dizaine d'appels de personnes ayant subi des agressions sexuelles dans le diocèse d'Annecy. Comment qualifiez-vous ce chiffre ? C'est un chiffre qui est faible, mais il faut dire que si notre cellule existe depuis 3 ans, il a fallu pratiquement 2 années pour que nous commencions à vraiment être connus. Vous pensez qu'il y a plus de victimes ? Il y a vraisemblablement d'autres victimes, et d'ailleurs, depuis la journée que nous avons organisée la semaine dernière, nous avons déjà reçu plusieurs appels. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle d'un certain côté pour vous ? C'est une bonne nouvelle dans la mesure où il y a eu effectivement des personnes qui ont été abusées. C'est une bonne nouvelle qu'elles puissent s'exprimer. Alors, on parle de personnes mineures, mais aussi majeures à l'époque des faits. Dans la majorité des cas recensés, les agressions remontent aux années 60. Comment pouvez-vous l'expliquer ? Alors, je pense que l'Église, à cette époque-là, avait peut-être pas pris vraiment la mesure de ce problème-là, comme toute la société d'ailleurs. C'était admis ou en tout cas tabou dans la société. Donc voilà, je pense qu'il y a ça. Il s'est passé à ce moment-là peut-être une plus grande permissivité de la société envers ce problème-là. Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est très difficile, c'était très difficile et ça reste très difficile pour des personnes qui ont été abusées d'en parler. Et au début des années 60, il y avait effectivement au sein des familles un tabou, ce qui rendait quasiment impossible pour des enfants d'en parler à leurs parents ou à leur environnement. L'Église était peut-être plus présente aussi dans le quotidien des Français, des Annéciens ? Oui, peut-être également. Alors, tous les agresseurs étaient des hommes qui officiaient au sein de cette église, c'est bien ça ? C'est bien cela, oui. Des hommes connus ? Des hommes, des prêtres ou des religieux qui étaient connus localement. Pensez-vous qu'il existe des prédateurs aujourd'hui au sein du diocèse d'Annecy ? Je vous dirais que j'espère que non, mais malheureusement on ne peut jamais l'assurer. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce combat, lutter contre la pédophilie ? Alors, c'est l'évêque d'Annecy qui, il y a 3 ans, suite à la demande de la Conférence des évêques de France, qu'il y ait dans chaque diocèse une telle cellule, nous a sollicité pour constituer une cellule pour le diocèse d'Annecy. Votre but, c'est d'instaurer un dialogue avec les victimes. C'est une première étape, ce dialogue ? Je pense que c'est important déjà d'accueillir, d'écouter et surtout de croire la personne qui parle. Parce que souvent, les victimes, déjà, quand elles osaient parler, très souvent, elles n'étaient pas crues parce qu'on pensait qu'elles étaient trop jeunes ou qu'elles avaient oublié ou que... Voilà, elles inventaient. Elles inventaient. Donc maintenant, pour nous, ce qui est très important, c'est vraiment de garantir, outre la confidentialité, le fait d'écouter, de ne pas mener l'enquête nous-mêmes et de croire ce qui s'est dit. C'est difficile de le faire. Ce qui est quelquefois difficile, c'est d'entendre la souffrance, qui quelquefois, même 50 ans après, voire plus, la souffrance est énorme et que la personne qui parle est encore dans l'émotion de ce qu'elle a subi, enfant. Et ça, c'est vraiment très, très touchant. Et voilà, on se dit,
il faudrait vraiment plus que ça arrive, quoi. Dans la majorité des cas, les victimes ne connaissent pas, ou du moins ne se souviennent pas forcément du nom de l'agresseur. Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là? Alors, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent se passer. D'abord, il y a des phénomènes d'amnésie, c'est-à-dire qu'au moment où se passent les faits, c'est tellement violent qu'il y a une dissociation du corps et de l'esprit, hein, et que, effectivement, l'enfant qui est abusé peut ne pas du tout s'en souvenir pendant 10, 20 ou 30 ans. Et c'est un détail, hein, une odeur, la couleur d'un papier peint, qui peut lui rappeler ce qu'elle a vécu plusieurs dizaines d'années avant. Et vous enquêtez, vous, pour retrouver un agresseur, pour aider la personne à se souvenir? Alors souvent, c'est une demande effectivement qu'elles ont de retrouver notamment une photo. Si l'agresseur est mort, elles ont en demande de trouver une photo, de trouver une biographie, ou de trouver à quel endroit cette personne a exercé son ministère ou son travail. Oui. Et puisqu'il faut le savoir, donc on a rappelé les années 60, où la majorité des cas se sont passés. Dans la quasi-totalité de ces cas en Haute-Savoie, les agresseurs sont donc aujourd'hui décédés. En revanche, quand l'agresseur est encore vivant, vous pouvez accompagner les victimes dans d'éventuelles démarches juridiques. Tout à fait. Et c'est essentiel de le faire. Je dirais même s'il y a prescription des faits pour la personne, hein, qui vient nous trouver. Je rappelle que la prescription est maintenant de 30 ans après la majorité, mais même si les frais sont prescrits pour elle, il peut y avoir d'autres personnes victimes du même abuseur pour lesquelles les faits ne sont pas prescrits. C'est une demande fréquente? C'est une demande, oui, assez fréquente, hein. Vous avez dû le faire? Alors, c'est une demande. Vous parlez là de l'aspect juridique, hein, effectivement, d'aller jusqu'en justice. Il y a un cas dans lequel nous avons jugé nécessaire de saisir le procureur, et c'est l'évêque d'Annecy, hein, qui a adressé un courrier au procureur. Alors, vous n'êtes pas seul face aux plaignants. Avec vous, il y a une psychologue du centre hospitalier d'Annecy, Genevois, pardon. C'est une aide précieuse pour vous et pour les victimes, je suppose. Elle assure effectivement la supervision de notre cellule, et c'est une aide précieuse parce qu'elle a un regard un petit peu plus distancé. Enfin voilà, on lui soumet les cas qu'on a suivis, et elle a un regard vraiment très, très pointu sur tout ce qu'il faut faire, notamment sur le plan judiciaire. Alors l'évêque, lui, est tenu à informer des dossiers traités des victimes qui ont la possibilité d'ailleurs de le rencontrer, mais toutes ne le veulent pas. Vous êtes diacre, Michel. Vous comprenez que le dialogue puisse être rompu avec l'Église? Je le comprends tout à fait, hein. Et dans la plupart des cas, les personnes qui ont été abusées dans leur enfance ont pris leur distance par rapport à l'Église. Et je le conçois tout à fait. Disons que ce que l'on propose aux personnes qui viennent nous rencontrer, à la fin de l'entretien, on leur propose de rencontrer l'évêque si elles le souhaitent, hein. Certaines le souhaitent, certaines ne le jugent pas utile. Alors, les témoignages que vous pouvez recueillir ne sont pas communiqués au Vatican. Pourquoi? Alors, effectivement, hein, quand nous rencontrons une personne, hein, nous faisons un compte-rendu dont le destinataire unique est l'évêque, hein. Parallèlement, vous avez entendu parler, hein, de la CIAZ, hein, la Commission indépendante des abus sexuels dans l'Église, et les personnes qui ont été abusées, mineurs ou majeures, peuvent, et d'ailleurs sont sollicitées pour faire leur témoignage. Et là, c'est effectivement, ça remonte au niveau de cette commission indépendante qui a fait un rapport il y a une dizaine de jours, hein, à Lourdes devant la conférence des évêques. Vous pouvez nous rappeler rapidement le numéro de téléphone de la cellule? De la cellule, donc c'est le 06 47 16 34 66. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais préciser que les gens tomberont, en faisant ce numéro, tomberont sur un répondeur, qu'on ne répond pas en direct, mais on rappelle toujours dans les 24 heures. Merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de courage pour cet engagement que vous avez pris. Merci. Merci à vous. Je vous laisse rejoindre la régie. On passe à la monnaie locale du bassin annécien, la gentiane, qui existe depuis maintenant 1 an et demi. Et pour en parler ce soir, oui, je vous passe votre micro. Regardez, voilà, vous allez pouvoir me parler. Et donc, la gentiane, 1 an et demi d'existence. Et pour en parler, Laurence Morin et Yves Debacker. Bonjour. Bonjour. Plus de 60 monnaies locales existent en France. Combien de personnes utilisent la gentiane sur le bassin annécien? À peu près.
Alors, du coup, sur les particuliers, on est presque à 300 personnes qui l'utilisent. Et puis, il y a aussi à peu près 76 professionnels qui peuvent l'utiliser pour recevoir des gentianes ou pour les payer, parfois pour certains de leurs achats. C'est assez de personnes, c'est assez de professionnels ou pas encore? Il faut aller plus loin. Alors moi, je dirais qu'il faut avoir une croissance raisonnée. On a des professionnels, c'est pas mal. Maintenant, on veut se développer aussi vers d'autres secteurs, par exemple le secteur associatif. On veut embarquer aussi les collectivités locales. Moi, je rêve de payer ma facture d'eau en gentiane parce qu'il y a quoi de plus local que l'eau du lac d'Annecy, quoi. Donc il faut qu'on arrive à travailler, à créer de nouveaux collèges de groupements d'intérêt pour développer la gentiane. Une gentiane égale 1 euro? Tout à fait. Alors vous en avez apporté, voilà comment ça se présente. Un papier, des dessins derrière. Un papier monnaie quand même. Un papier monnaie, ça c'est infalsifiable. Une gentiane. Voilà, une gentiane égale 1 euro. Et on a fait un concours dans les écoles du bassin annécien pour avoir des dessins d'enfants derrière, au verso. Alors cette monnaie locale est un outil de développement du territoire. Oui. À quel titre? Du coup, lorsque les utilisateurs utilisent la gentiane, cette monnaie va circuler entre des membres d'un réseau. Ça, c'est la loi qui l'oblige. Et donc, ces membres vont être des entreprises ou des associations du territoire. Et le fait que cette monnaie passe entre les membres du territoire va favoriser certains types d'entreprises ou certains types d'associations qui ont une démarche intéressante pour le territoire, protéger l'homme, protéger l'environnement. Et du coup, voilà, on va avoir certains types de professionnels qui vont l'utiliser, qui vont la faire circuler et qui portent des valeurs qui sont les valeurs de l'association La Gentiane. C'est un lien social aussi, la gentiane, finalement. Un lien économique et un lien social, effectivement. Quel est votre bilan après, donc, je le disais, 1 an et demi de service? Quel bilan, là, vous pouvez poser? Alors, il y a du positif et puis évidemment, il y a plein d'enjeux pour la suite. Alors, le bilan, c'est que là, on commence à avoir un réseau de professionnels qui commence à être relativement étoffé. Mais pour l'instant, on a plutôt des commerces ou on a plutôt des entreprises. C'est vrai qu'on aimerait bien que dans les professionnels, il y ait aussi des associations, par exemple. On a un petit réseau, pour l'instant, probablement pas assez étoffé de particuliers qui utilisent. Évidemment, il faut que le réseau s'étoffe, il faut que les gens connaissent plus facilement et qu'ils aient le réflexe gentiane lorsqu'ils vont faire leurs achats pour se dire ce n'est pas juste un magasin où ça va être accepté, mais des restaurants, un électricien, une boulangerie pardon ? Des bars. Des bars. Voilà, On peut tout imaginer. Oui. On peut tout imaginer. C'est donc une monnaie qui reste sur le territoire, donc qui n'alimente pas la sphère financière. C'est ce qui plaît à certains adhérents? Tout à fait. L'idée, c'est que les particuliers, par exemple, ne peuvent pas reconvertir la monnaie en euros. Donc, une fois qu'on a acheté ces gentianes, on doit les dépenser. On peut les dépenser que sur le territoire et chez les commerçants qui adhèrent à nos valeurs, qui sont respectueux de la nature et de l'homme. Et les professionnels peuvent éventuellement la reconvertir s'ils n'arrivent pas à l'écouler chez leurs fournisseurs. Mais nous, on travaille avec eux pour les aider justement à les écouler. Alors, comment devenir adhérent, que l'on soit particulier ou commerçant? Comment ça se passe? Alors, il y a 2 façons pour les particuliers. Soit on va sur Hello Asso, soit on nous rejoint quand on fait une animation, comme on va en faire une la semaine prochaine avec une conférence. Donc, on était aussi à la fête de l'ESS samedi à Mété. Et c'est le comptoir mobile. Sinon, on va sur Hello Asso et on peut acheter sa carte. Elle nous est envoyée par courrier. Cela, c'est pour les particuliers. Pour les particuliers. Après, pour les professionnels, il y a des réunions, des rencontres pour adhérer qui réunissent plusieurs professionnels. Et donc, on leur explique comment ça fonctionne, on répond à leurs questions. Ils peuvent entre eux se poser un certain nombre de questions, exprimer leurs doutes. Et donc, à la suite de ces rencontres pour adhérer, ils reçoivent un dossier d'adhésion s'ils sont intéressés. Et puis, ils remplissent, etc. Et après, lorsque on va dire le conseil d'administration valide, comme quoi ils sont bien membres de la gentiane, alors ils vont pouvoir accepter les paiements en gentiane. À Chambéry, la monnaie locale s'appelle l'elfe. À Genève, c'est en léman que l'on peut payer. Les monnaies locales ne se font pas concurrence entre elles? Non, alors à Chambéry, c'est l'élève. L'élève, pardon, oui. Parce qu'il y a l'éléphant à Chambéry.
Non, disons que nous, on est en train de se développer. On a des gens qui nous disent, qui viennent nous voir de Faverges, de Rumilly, de Thônes et qui veulent rentrer dans la monnaie locale. Après, si on arrive à un point frontière, le Léman, il va peut-être venir plus sur La Roche ou autre. Et puis nous, peut-être, on ira sur La Roche. On ne sait pas, mais l'idée, c'est pas de se faire concurrence. Et puis après, il y a des gens qui sont sur plusieurs bassins. Par exemple, des gens qui habitent dans les Bauges, qui peuvent éventuellement travailler sur Annecy et puis aller faire leurs courses sur Chambéry. Donc là, on va travailler avec les autres monnaies pour travailler ensemble et non pas se faire concurrence. On travaille dans la même direction quand même là. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on tire aussi profit des expériences des autres. On essaye de développer des contacts avec le Cairn à Grenoble ou l'ELEF à Chambéry. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi des expériences des autres. D'apprendre des uns et des autres. Oui, c'est ça, parce qu'on est jeune, on a la monnaie 1 an et demi. À l'ELEF, c'est déjà plus long. Et il y a déjà, ils ont fait l'expérience d'un certain nombre peut-être parfois de blocages ou d'initiatives qu'on peut développer pour mieux faire comprendre l'intérêt d'une monnaie locale. Donc c'est important qu'on utilise les savoir-faire et les compétences des autres porteurs de monnaie locale. Alors, il y a du nouveau pour la Gentiane en 2020, puisque vous arrivez à Rumilly ou encore à Faverges. Mais la grande nouveauté, c'est la dématérialisation de cette monnaie. Oui, on s'est aperçu que pour les professionnels, effectivement, on ne peut pas revenir à porter des valises de billets pour payer ses fournisseurs. Ils sont tous habitués à faire des virements bancaires. Il faut absolument qu'on introduise déjà dans un premier temps pour les professionnels la monnaie électronique. Et ça, on est en train de travailler dessus. On est en train de participer au développement d'un logiciel libre qui est utilisé déjà par d'autres monnaies. Éventuellement, peut-être pour les particuliers dans une deuxième phase. Mais l'urgence, c'est vraiment pour les professionnels parce que c'est un frein au développement pour l'acquisition par les professionnels. Alors, une dernière actualité de la Gentiane avant de clore, c'est la conférence « Pourquoi les monnaies locales ?» point d'interrogation, que vous organisez le jeudi 28 novembre à Annecy. Le but, c'est de rassurer les potentiels futurs utilisateurs de la Gentiane. Alors c'est rassurer, puis c'est un peu montrer l'enjeu de cette monnaie qui est vraiment un bien commun. En fait, une monnaie, c'est un lien entre les individus, un lien entre les différentes parties prenantes, les pouvoirs publics, les citoyens, les entreprises. Donc ce sont vraiment des deux intervenants qui sont vraiment passionnés et passionnants. L'un qui est plutôt sur la monnaie, Jean-Michel Servet, la monnaie comme un lien entre les individus, et donc qui a vraiment beaucoup travaillé, enfin toute sa carrière universitaire à Genève, il a travaillé là-dessus. Et l'autre, Guillaume Vallet, qui est vraiment il a étudié le VIR, qui est cette monnaie interentreprise suisse, qui circule entre, je ne sais plus, c'est 40 000 ou 50 000 petites et moyennes entreprises suisses. On a découvert cette monnaie-là dans le film Demain de Cyril Dion. Et donc ils vont développer pourquoi ces monnaies ont un intérêt, pourquoi cet enjeu du commun, alors qu'on est dans des sociétés où, par contre, les particularités, les particularismes, les individus semblent parfois toujours prendre plus d'essor. Rendez-vous le 28 novembre, du coup. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de la Gentiane. Alors, vous restez avec moi, puisque l'on va passer à notre traditionnelle revue de presse, comme tous les soirs. On quitte l'univers de la Gentiane pour parler d'euros. 500 000 euros d'argent et de drogue ont été saisis par les policiers d'Annecy. Après plus de 6 mois d'enquête, c'est tout un réseau de trafic de stupéfiants qui a alimenté tout le département qui vient de tomber. Ce mardi 19 novembre, 2 Albanais ont été arrêtés à l'entrée du tunnel du Mont Blanc. Toutes les 3 semaines environ, le duo, muni de visa touristique, entrait en France avec une cargaison de cocaïne et d'héroïne destinée à des revendeurs. La prise totale, voiture, drogue, petite coupure équivaut donc, je vous le disais, à 500 000 euros. Une saisie exceptionnelle qui met un coup dur, un coup rude, pour le moins momentané, au trafic de stupéfiants. On pourrait en faire des choses avec 500 000 gentianes. Ah, c'est sûr. On serait quand même qu'à la moitié d'une autre monnaie, la première monnaie locale européenne qui est le SCHCO, mais évidemment, on pourrait faire sacrément des choses. On pourrait en faire des choses. Merci encore à vous deux d'être venus sur notre plateau ce soir. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci à vous. Merci beaucoup. Dernier jour de la semaine de travail, le vendredi. Et ce vendredi, hop, je vous le récupère, voilà, super. Rime avec l'agenda de Camille Copin. Salut Camille. Salut Clémence. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Et toi? Ça va très bien. On commence? C'est parti, on se lance. Alors du coup, on commence par un salon qui se tient ce week-end à La Roche-sur-Foron. C'est parti. Voilà, c'est le salon Naturelia, donc au Parc des Expositions à La Roche-sur-Foron. Tout de suite, je te propose de te mettre dans le bain en regardant la bande-annonce. Et puis après, on devrait être en liaison FaceTime avec Mathieu Héroux, le directeur de Roche Expo. Donc voilà, on en saura plus à ce sujet.
Voilà, ça donne déjà un petit aperçu de ce qui va se passer là-bas. Donc normalement on est avec Mathieu Héroux. Bonjour Mathieu. Vous allez bien? Alors je vous entends moyennement, mais on va essayer de faire l'interview. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu... Je vais essayer d'articuler et de parler doucement. Parfait. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu ce que c'est que Naturelia? Alors Naturelia, c'est un salon qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, qui a pour but de répondre à toutes les questions des consommateurs sur une meilleure consommation, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des loisirs, dans le domaine du travail. Et on propose sur ce salon, avec 50 exposants dans plein de secteurs d'activité différentes, des solutions, des propositions, des produits, des services pour toute la population de la Haute-Savoie et autour de la Haute-Savoie. D'accord, donc 150 exposants, si j'ai bien entendu. Et il y a 2 nouveaux espaces cette année, un sur le développement personnel et un marché des créateurs artisanaux. Est-ce que ça manquait jusqu'à aujourd'hui? Oui, forcément, ça manquait jusqu'à aujourd'hui. En fait, on a un partenariat depuis quelques années déjà avec la Fabrique des Embellis qui organisait le salon bien à Annecy jusqu'à l'année dernière. Et on a réussi effectivement à continuer notre partenariat pour les chez nous pendant Naturelia, à présenter aussi plein de solutions autour du développement personnel, développement par le biais du coaching, par le biais du bien-être. Et on passe avec une cinquantaine de participants sur 100 mètres carrés, des conférences, des ateliers, plein de choses à découvrir. Et pour le marché des créateurs, on est un mois avant Noël. C'était une bonne idée de présenter plein de réalisés par des créateurs et des artisans de la Haute-Savoie, encore une fois, des Savoies même, de l'ensemble de nos territoires. On rappelle peut-être les horaires et tarifs, et il me semble qu'en plus, il y a 2 salons en parallèle. Si on achète un billet pour Naturelia, on peut aussi accéder à d'autres salons. Oui, tout à fait. Vous avez 2 autres salons, donc le salon Passion Vin, avec une cinquantaine de producteurs de vin de toute France, et le salon Senior, qui est vraiment pour les seniors actifs, pour des solutions liées à la santé, aux loisirs, aux mutuelles, et au fait de rester en bonne santé et actif le plus longtemps possible. Et l'ensemble de toutes ces manifestations sont accessibles à partir de 3 € l'entrée pour l'ensemble des manifestations, dont 1 € versé pour l'ONG Green Cross France et Territoires. Super, et ben merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous. Alors je le rappelle, pour les horaires et tarifs, parce qu'on entendait un petit peu moins bien à la fin de l'interview, ça se passe donc depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche de 10h à 19h. C'est 3 € l'entrée, donc 1 € reversé à Green Cross France, qui est donc une association. Et ça vous permet d'aller aussi à donc 2 salons, Cap Senior et Passion Vin, si je ne dis pas de bêtises. Donc, à toi de choisir ton camp. Voilà. Et bien sûr, l'entrée à Naturelia qui est compris dedans. Un autre salon côté Savoie, excuse-moi, cette fois-ci, le salon Saveurs et Terroirs. Voilà, à Chambéry, au Parc des Expositions. Donc là encore, nous avons 150 exposants à découvrir pour donc, cette 20e édition. Et pour commencer à réfléchir cette fois-ci à plutôt un menu de Noël avec des produits locaux. On y retrouvera donc les traditionnels fromages et charcuteries de nos pays de Savoie, mais aussi des petits nouveaux comme l'épicerie québécoise qui est située à Passy en Haute-Savoie, qui propose effectivement des spécialités du Québec, ou encore les plantes du Puy des Fées qui est près de Curienne dans le massif des Bauges, qui lui produit des plantes aromatiques et médicinales en agriculture raisonnée. Se déroulera également dans le même temps le grand concours amateur du gâteau de Savoie qui est présidé par la célèbre Mercotte que l'on connaît tous, voilà, que l'on ne présente plus. Pour samedi, c'est donc les demi-finales de ce concours et dimanche la finale. Et vous retrouvez bien évidemment, il y a encore plein d'autres choses à faire, mais on n'a pas le temps de tout dire. Vous retrouvez toutes les infos sur le site saveuretterroir.com. Une exposition maintenant sur les Frères Lumière à Évian. Voilà, c'est le Palais Lumière d'Évian qui accueille cette grande exposition consacrée aux pionniers lyonnais du cinéma. C'est à partir de demain, samedi 23 novembre, jusqu'au 6 septembre 2020. Donc on a le temps d'y aller. On va y voir par exemple leur première salle de projection qui a été reconstituée. Vous pourrez voir aussi des courts extraits de leurs nombreux films, une maquette du site originel des usines Lumière et évidemment des tas de jouets optiques du 19e siècle. Au niveau des tarifs, c'est à 8 € en tarif réduit, 10 € en standard et c'est gratuit pour les moins de 16 ans.
C'est ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi et mardi de 14h à 18h. Vous retrouvez toutes les infos sur le site palaislumière.fr. Et si vous êtes passionné de musique de film en tout genre, au Palais Lumière ce dimanche, il y aura également un grand blind test qui est organisé à 16h avec des lots à gagner justement spécial musique de film. C'est à 15 €, c'est gratuit pour les moins de 18 ans et les réservations se font au numéro qui s'est affiché sur votre écran. On y va ? Bon, on y va. On va faire un blind test. C'est l'une des plus grandes fêtes du livre en Rhône-Alpes. Oui, c'est la 18e édition de Livre en Marche qui se tiendra, donc, comme son nom l'indique, aux Marches en Savoie ce week-end, samedi et dimanche. Au programme, il y aura donc des conférences, des dédicaces, etc. L'un des thèmes piliers de cette édition, c'est de se questionner grâce à la littérature sur les enjeux de transition sociétale et environnementale. Il y a également une grande bourse aux livres d'occasion qui sera organisée si vous voulez acheter plutôt de seconde main. Ça se passe donc à la salle de Montgrabel aux Marches ce samedi de 18h à 18h30 et dimanche de 9h30 à 18h. Et pour les tarifs, c'est 2 € et c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Et vous retrouvez tout le programme sur livreenmarche.com. Neige et glace maintenant à Albertville. C'est un événement qui est né en 2013 d'un constat d'une baisse des pratiques sportives hivernales et en particulier du ski, ce qui est quand même assez étonnant dans nos régions, mais apparemment... ça, c'est à cause de toi, c'est parce que tu ne vas pas assez skier l'hiver. Moi, je ne skie tu pas, travailles trop. Voilà. La ville a donc pensé à créer un événement qui favoriserait la réappropriation de ces pratiques par les locaux principalement. Vous pourrez donc trouver sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville jusqu'à dimanche soir de nombreuses activités gratuites qui sont organisées par les stations et par les professionnels de la neige. Il y aura des initiations au biathlon, au ski, au bobsleigh, une patinoire, un big airbag pour essayer de sauter en grosse luge. Et il y aura également des forfaits de ski qui seront mis en jeu et autres goodies. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne idée puisqu'on approche quand même de la saison d'hiver à grands pas. Et vous retrouvez toutes les infos sur albertville.fr. Et pour finir cet agenda, les villes et villages commencent à se parer de leurs plus jolies décorations lumineuses. On va le voir d'ailleurs dans le JT. Exactement, voilà, ça commence à se mettre en place. Du côté d'Annecy, c'est aujourd'hui le lancement du Noël des Alpes depuis 17h ce soir. Vous retrouverez donc, comme tu l'as dit, Fanette, pour le JT, depuis la place de l'Hôtel de Ville où commencent ce soir les illuminations sur les façades de la mairie. Pour le moment, on est en liaison FaceTime, si tout va bien, avec Ralph Mogin pour l'ouverture du village des Alpes. Bonjour Ralph. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Alors, comment ça se passe cette première soirée, tout simplement? Le village des Alpes a ouvert il y a à peine une heure. C'est déjà plein à craquer. On sent vraiment le rendez-vous que les Annéciens attendent. Et c'est parti pour 5 semaines de folie. Il y a quoi de prévu particulièrement ce soir? Alors, ce soir, il y a un concert des Frenchy en première partie. Et ensuite, ça sera moi qui aurai le plaisir de mixer. J'ai la chance que les organisateurs, Greg et Céline, ont fait appel à moi pour toute la programmation. Donc, tous les jours, 7 jours sur 7, il y a des concerts, il y a des DJ. Il va y avoir des hommages à Daft Punk, à CDC, à Jean-Jacques Goldman. Beaucoup de festivités. Et surtout, tous les soirs sur les stands, à boire et à manger avec des artisans locaux qui nous font manger de la fondue, des huîtres, le bon plan qui va bien. Et puis voilà, quoi, ça va être vraiment bien. Et je vais justement finir. Donc, c'est la maîtresse des lieux, donc avec Greg, qui organise bien Céline, qui organise le village depuis quelques années. Tiens, Céline, je ne sais pas si tu me petite oreillette, quand on aura peut-être vieux comme ça. Bonsoir. Alors, je vous entends assez mal. Peut-être qu'en bougeant un peu moins le téléphone, on devrait mieux vous capter. Parce que du coup, j'ai pas bien compris. Donc, c'est Céline qui organise avec Grégory le village des Alpes. Mais j'ai pas bien compris autre chose que ça. Non, je disais que ça fait des années que Céline et Greg montent cet événement, qui font appel à des artisans locaux, mais aussi un peu de toute la France, qui viennent faire découvrir des produits. Et sur la partie village des Alpes, on est plus sur la partie on mange, on boit, on danse, on écoute, on fait de la fête. Et puis côté pays, c'est plus le marché avec des artisans qui proposent des petits produits bien sympas. Et donc ce soir, c'est toi qui mixes à partir de 19h, Ralph. Qu'est-ce que tu nous as prévu comme style de musique? 19h30. Alors, je ne vais pas faire de la techno comme je fais d'habitude. On va essayer de faire un mix pour faire à tout le monde un mélange d'électro, de rock, de house, un peu de hip-hop. Je ne sais pas. Le but, c'est d'essayer de toucher un maximum de gens et puis de faire plaisir. Toute la semaine, il y aura plein de DJ et plein de groupes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des hommages à TD. On aura Jean-Jacques Goldman, Daft Punk, des choses comme ça. C'est qui tenait beaucoup à voir le tribut à Jean-Jacques Goldman. Est-ce que peut-être on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble du coup de l'extérieur pour vivre un petit peu l'ambiance?
Eh ben, on va vous emmener tout là-haut. Donc là, on est dans la cabine titrée, vous voyez, on est un peu dans un aquarium, tout le monde nous voit comme ça. Et puis juste au-dessus, donc, on va aller voir les musiciens en direct. Et puis, surtout, on compte sur la 8 Mont-Blanc pour venir nous voir prochainement. Hein. Bon, on viendra. Pendant que vous vous déplacez jusqu'à l'extérieur, moi, je le rappelle, le Village des Alpes, c'est ouvert donc, tous les jours de 11h à 21h en semaine et jusqu'à 21h30 le week-end. Ça a commencé donc aujourd'hui, là, on est en plein dedans. Et ça continue jusqu'au 4 janvier inclus. Donc voilà, ça donne envie. Je pense qu'on va pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble grâce à Ralph. Et puis on se quittera sur ces belles images, si on arrive à voir quelque chose. En tout cas, il y a l'air d'avoir du monde. Il y a déjà du monde, absolument, oui. Oui, il y a de l'ambiance en tout cas. Il y a de l'ambiance. Je pense que pour se faire une idée, après, il faut y aller, tout simplement. Mais on invite tous les téléspectateurs de 8 Mont-Blanc, en tout cas, à aller au Village des Alpes ce soir. À Annecy, au niveau du Village des Alpes. Merci beaucoup, Camille, pour ton agenda. Merci, Clémence. Dans quelques minutes, vous retrouverez Fanette Debuisson au centre-ville d'Annecy pour le JT. C'est le lancement des illuminations et du marché de Noël. C'est juste après une courte page de pub.